Merci mes chers maîtres, mes chers confrères. Je vous présente cette présentation intitulée Les indications chirurgicales du reflux gastro-œsophagien chez les obèses. Le reflux, définition, c'est bien établi, c'est la réponse symptomatique de la muqueuse œsophagienne à une exposition anormale au contenu gastrique. Il y a associé dans presque le 1 quart des cas à une obésité morbide. Le traitement de première intention, soit du reflux ou de l'obésité, c'est bien codifié, c'est médical. Mais en cas d'échec du traitement médical face à un patient qui est obèse et reflueur, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que le traitement chirurgical, c'est le traitement de référence? Faut-il faire une chirurgie qui vise essentiellement l'obésité ou le reflux invalidant sous le prédire que si on traite l'obésité, il y a une amélioration de reflux? Si on va traiter reflux fondoplicature, est-ce que c'est une solution efficace? Et si on traite l'obésité, quelle procédure? La sleeve gastrectomie ou le bypass gastrique? Et après, il faut toujours garder à l'esprit quoi faire en cas d'échec du traitement chirurgical de première intention. Les objectifs de cette présentation est de comparer les différentes techniques chirurgicales pour traiter le reflux chez les patients obèses et d'essayer d'élaborer un algorithme décisionnel pour la prise en charge. Afin de répondre à ces objectifs, on a fait une revue systématique de la littérature pour les articles publiés avant janvier 2023. Publiés dans les 2 dernières décennies, sans restriction de langue, en utilisant ces différents mots-clés et dans 4 databases. Les critères d'inclusion des malades dans les études retenues étaient patients qui présentent une obésité morbide, un BMI supérieur à 35, un reflux gastro-œsophagien confirmé en préopératoire. Et pour les indications, c'est presque les mêmes indications que la population générale, avec un taux de pourcentage qui est un peu variable. Donc, pour un patient obèse qui présente un reflux gastro-œsophagien confirmé en préopératoire, faut-il proposer une sleeve gastrectomie et une fondoplicature? La sleeve gastrectomie, c'est l'intervention bariatrique la plus pratiquée actuellement dans le monde, mais c'est une intervention qui est, disons, réfluxogène. L'apparition d'un reflux ou l'aggravation d'un reflux déjà existant conditionne l'avenir de cette intervention déjà. Il n'y avait pas des études comparatives entre les deux techniques. En se basant sur les études observationnelles chez les obèses, on a une résolution de reflux après sleeve dans 22,5% uniquement, contre 87,5% après fondoplicature. Le taux de morbidité était similaire, le taux de réintervention était en faveur de la fondoplicature naissante, le taux d'intervention pour dysphagie uniquement était en faveur de la sleeve gastrectomie. Donc, la sleeve gastrectomie est beaucoup moins efficace sur le reflux que la fondoplicature, voire même elle a un effet variable sur le reflux. Les données actuelles de la littérature ne permettent pas de prédire dès le préopératoire si on aura une apparition, aggravation ou disparition du reflux après sleeve. Ainsi, la sleeve gastrectomie est une intervention qui ne doit pas être recommandée en première intention en cas de patient obèse qui a un reflux gastro-œsophagien. Si on compare le bypass gastrique avec la fondoplicature selon l'ICN, pour la fondoplicature, il est communément admis qu'il y a plus d'échecs chez les obèses à cause de l'augmentation de la pression intra-abdominale. Comme alternative, elle se présente le bypass gastrique. C'est une intervention qui est complexe, qui est plus complexe que la fondoplicature. Il y a une modification de l'anatomie, elle contient au moins 2 anastomoses digestifs avec augmentation de la morbidité sans garantie d'efficacité anti-reflux en post-opératoire. Que disent la littérature de cette comparaison? On a 2 études comparatives et plusieurs études simple bras. Première étude publiée en 2003, elle a inclus 12 malades uniquement. Le BMI était de 55 kg par mètre carré pour le groupe bypass contre 39,8 pour le groupe fondoplicature. Il n'y avait pas de différence en termes de score de Demester, d'amélioration de la symptomatologie et de la variation de la pression au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage. Alors qu'il y a plus de complications dans le groupe qui a eu le bypass gastrique. Deuxième étude, c'est une étude prospective plus pertinente, publiée en 2012, qui a inclus les malades qui ont un reflux avec un œsophage de Barrett, qui a 100 patients. Le BMI était de 43,7 pour le groupe bypass gastrique, contre 33,9 pour la fondoplicature. Le résultat, c'est pertinent, le bypass gastrique donne améliore le reflux, l'œsophage de Barrett et diminue l'excès de poids. Ils ont conclu que le bypass gastrique est l'intervention de choix pour ce groupe de malades. A noter qu'il y a un biais d'inclusion très important pour ces 2 études, vu la différence de moyenne des BMI entre les 2 groupes. L'avantage du bypass gastrique, c'est meilleur contrôle du reflux à 2 ans, au prix de complications post-opératoires plus élevées. En conclusion, le BMI, pour un malade qui a un BMI supérieur à 35 kg par mètre carré et reflueur, on propose essentiellement le bypass gastrique ou une fondoplicature naissante à défaut.
la fondoplicature elle est moins morbide, mais ce résultat sur le reflux dure moins. Le bypass gastrique est une intervention qui est plus valide pour des BMI qui sont très élevés, supérieurs à 40-45 kg par mètre carré. Elle assure perte de poids et résolution de comorbidité à signaler l'intérêt de réunions de concertation pluridisciplinaire avant cette chirurgie de l'obésité. En cas d'échec d'une fondoplicature première pour ces malades, la fondoplicature par rapport au bypass gastrique, elle ne coupe pas les ponts vers une autre chirurgie. Elle a un taux d'échec plus important chez les patients obèses. Ça, c'est bien démontré. Le problème de la prise en charge en cas d'échec, est-ce qu'il faut refaire une autre fois la fondoplicature ou passer directement au bypass gastrique? Les études, si on voit la littérature pour la comparaison entre refaire la fondoplicature ou le bypass gastrique, il n'y a pas d'études randomisées, pas d'études d'alerte effective. Il y a uniquement 4 études rétrospectives qui ont inclus des malades qui ont un BMI qui est supérieur à 30 kg par mètre carré. La supériorité du bypass gastrique était en termes de contrôle de reflux à 2 ans avec moins de récidives de la hernie hernière. La fondoplicature donne moins de morbidité, moins de mortalité avec moins de réintervention. Les deux procédures sont faisables, à savoir qu'une réintervention après une première fondoplicature reste plus difficile et nécessite plus d'expertise. Le rationnel, c'est entre la gravité de la symptomatologie de reflux initialement ou l'excès de poids, il est très important pour la décision thérapeutique. L'algorithme décisionnel qu'on propose pour un malade obèse qui a un reflux gastro-œsophagien, si le reflux gastro-œsophagien passe au premier plan, c'est le motif de consultation de malade, il faut proposer essentiellement une fondoplicature. À défaut, si on a un BMI qui est très important, avec des comorbidités, on propose le bypass gastrique. S'il y a succès, la fondoplicature, c'est bon, problème résolu. Si on a un échec, il faut rediscuter avec le malade en RCP de refaire la fondoplicature ou faire le bypass gastrique. Si notre malade se plaint essentiellement d'une obésité, il va entrer dans la démarche de bilan pré-thérapeutique de la chirurgie de l'obésité, dont il est essentiel de chercher un reflux gastro-œsophagien. Pas de place pour la self-gastrectomie, on doit proposer un bypass gastrique. En conclusion, la prise en charge, elle est multifactorielle, elle est plus compliquée que ça. Les différentes recommandations actuelles se focalisent essentiellement sur le reflux, alors qu'il faut revoir dès le début le motif de consultation du malade. Il n'y a pas de place pour la self-gastrectomie chez les obèses, soit une fondoplicature, soit un bypass gastrique selon le BMI. La décision thérapeutique ne se conçoit qu'après réunion de concertation pluridisciplinaire. Et à noter qu'après cette revue de littérature, il y a une nécessité de réaliser et d'élaborer des études prospectives randomisées pour mieux codifier la prise en charge de ces patients. Et merci pour votre attention. Donc c'est pas